Ma belle-fille, Isabelle, a oublié son portable dans le salon après avoir dîné avec nous. Il était sur la table basse, l'écran allumé. J'allais l'appeler pour la prévenir, mais à cet instant précis, le téléphone a vibré, affichant une notification. Et ce que j'ai lu sur cet écran m'a coupé le souffle. Michel. La tension de ta mère monte toujours ? Parfait. Quand elle atteindra 20, l'infarctus sera inévitable et personne ne suspectera rien. Mes mains tremblaient en tenant cet appareil. J'ai continué à lire. Il y avait des dizaines de messages. Mon fils, Michel et ma belle-fille discutant des dates, des méthodes, des sommes d'argent. Ils planifiaient ma mort comme on planifie des vacances. Mais avant de continuer cette histoire qui a bouleversé ma vie, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et écrivez-nous dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette vidéo. Savoir jusqu'où nos histoires voyagent nous touche énormément. Je m'appelle Béatrice, j'ai 63 ans et jusqu'à il y a 2 mois, je croyais avoir une famille unie. Je vivais paisiblement dans ma maison près de Lyon avec mon mari, Bernard, 65 ans. Nous sommes tous les deux retraités. J'étais infirmière à l'hôpital Édouard Herriot et lui était comptable. Ce qui s'est passé après la lecture de ces messages a détruit tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Mais cela m'a aussi donné une force que je ne soupçonnais pas. Pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée à ce moment terrible, à lire le plan de ma propre mort sur un téléphone, je dois vous ramener 5 ans en arrière, quand ma vie était complètement différente. Bernard et moi, c'est une histoire qui dure depuis 42 ans. Nous nous sommes mariés jeunes, nous avons construit notre vie à partir de rien, sans l'aide de personne. Quand nous avons emménagé dans notre petite maison à Montplaisir, près de Lyon, nous n'avions que 2 salaires de débutants et des meubles d'occasion. J'étais infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Pendant plus de 30 ans, j'ai fait les gardes de nuit, les week-ends. Je rentrais souvent à 2 heures du matin, les pieds si gonflés que je ne pouvais plus enlever mes chaussures, l'odeur de l'hôpital imprégnée dans mes cheveux. Bernard, lui, était comptable. Il partait avant l'aube pour arriver le premier au bureau. C'était comme ça pendant 35 ans. Nous n'avons eu qu'un seul fils, Michel, notre tout, notre raison d'exister. Quand il est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Il était tout pour nous. Bernard lui apprenait à faire du vélo dans le parc de la Tête d'Or, et moi, je l'attendais avec un chocolat chaud. Nous l'avons élevé avec des valeurs, le travail, le respect, l'honnêteté, mais surtout avec un amour immense. Il a fait des études d'ingénieur à l'université Lyon 1. Il a obtenu son diplôme avec mention et a tout de suite trouvé un excellent emploi dans une entreprise d'ingénierie. Pendant des années, nous 3, nous étions inséparables. Chaque dimanche, Michel venait déjeuner à la maison. L'odeur de mon rôti du dimanche, c'était notre tradition. Il m'aidait à faire les courses, il réparait les petites choses dans la maison, passait des heures à discuter de politique avec son père. Quand nous avons eu 60 ans, nous avons décidé de prendre notre retraite. Nous avions fini de payer la maison. Une petite maison, 3 chambres, un jardinet, mais c'était notre palais. Nous avions aussi des économies. Pas une fortune, mais de quoi vivre. Nous avions mis de côté, centime par centime, près de 50 000 €. Chaque centime était compté. Pendant que d'autres partaient aux Caraïbes, nous retapissions la chambre d'amis. Et puis, il y avait nos assurances vie. Près de 100 000 € à L2. De quoi payer nos funérailles et laisser un petit quelque chose à Michel, pour qu'il ait moins de soucis que nous n'en avions eu. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Nous pouvions vivre dignement avec nos retraites. Nous avons même fait quelques voyages. Nous avons vu la Bretagne, la Côte d'Azur. Nous profitions de notre tranquillité après tant d'années de dur labeur. Nous n'aurions jamais imaginé que ce petit patrimoine, gagné à la sueur de notre front, deviendrait notre condamnation à mort. Tout a changé il y a 4 ans, quand Michel nous a présenté Isabelle. C'était un samedi après-midi de printemps. Le soleil entrait par la fenêtre du salon. Michel est arrivé, et il n'était pas seulement souriant. Il était lumineux. Je ne l'avais pas vu si heureux depuis le jour de son diplôme. « Maman, papa, je veux vous présenter quelqu'un de très spécial », a-t-il dit, avec une fierté qui faisait gonfler ma poitrine de mère. Et puis, Isabelle est entrée. Une beauté. Un de ces visages qu'on voit dans les magazines. Des cheveux noirs longs,
brillant, des yeux immenses, un sourire parfait, presque trop parfait. Elle portait un chemisier en soie, un sac à main de marque. On voyait que tout était cher, élégant. Et son parfum, il a envahi la pièce. Pas une odeur légère. Un parfum lourd, capiteux, une signature. Madame Béatrice, Monsieur Bernard, enchanté. Sa voix était douce, ses manières impeccables. Elle m'a fait la bise, mais c'était une bise aérienne. Elle m'a à peine touchée. Elle s'est assise sur le bord de notre canapé, comme si elle avait peur de le tâcher. Elle nous a raconté qu'elle était de Lille, mais qu'elle vivait à Lyon depuis 3 ans, qu'elle était gestionnaire de patrimoine dans une grande banque. « Michel est l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré », a-t-elle dit en le regardant avec tendresse. « Vous avez fait un travail incroyable en l'élevant. Quels parents ne voudraient pas entendre ça ?» Bernard était sous le charme. Moi, j'étais heureuse pour Michel. Isabelle semblait parfaite, éduquée, ambitieuse, jolie. Pendant les mois qui ont suivi, elle venait souvent. Toujours avec Michel, bien sûr. Elle n'arrivait jamais les mains vides. Des fleurs pour moi, mais pas le bouquet du marché, non, des compositions de chez un fleuriste de luxe. Une bouteille de whisky hors de prix pour Bernard, des pâtisseries fines. « Vous ne deviez pas », lui disais-je, un peu gênée. « Oh, Béatrice, c'est un plaisir. Vous êtes comme mes seconds parents », répondait-elle avec ce sourire éclatant. Moins d'1 an après leur rencontre, Michel nous a annoncé qu'ils allèrent se marier. Bernard et moi, on trouvait ça rapide. Mais Michel était sur un nuage. Le mariage a été magnifique. Une réception somptueuse dans un grand restaurant du 6e arrondissement de Lyon. Isabelle était radieuse dans une robe qui, nous l'a-t-elle dit, avait coûté 5 000 €. Bernard et moi avons participé aux frais à hauteur de 10 000 €. C'était une grosse partie de nos économies, mais nous l'avons fait avec joie. C'était notre fils unique. Après le mariage, ils ont loué un appartement dans un quartier neuf et chic. Isabelle avait convaincu Michel qu'ils devaient commencer du bon pied, dans un endroit à la hauteur de leur statut professionnel. Le loyer était de 1 200 € par mois. Une somme qui me paraissait folle. Mais je n'ai rien dit. C'était leur vie. C'est là que quelque chose, au fond de moi, a commencé à me gêner. Isabelle a commencé à changer, subtilement. Les visites du dimanche sont devenues de plus en plus espacées. On est fatigué, maman. On a un brunch avec des amis. Isabelle a un gros dossier à finir. Quand il venait, Isabelle, elle regardait notre maison différemment. Je la voyais passer son doigt sur le buffet en chêne que mon père m'avait fabriqué. C'est du beau bois, Béatrice. Dommage qu'il soit si daté. Elle observait les murs. Vous avez un peu d'humidité là, non? Et puis, la phrase qui a commencé à se répéter, d'abord comme une blague, puis avec plus d'insistance. Quand vous ne pourrez plus vous occuper de cette maison, Michel et moi, on pourrait vous aider. On pourrait la vendre et vous acheter un petit appartement moderne, en rez-de-chaussée. Plus facile à entretenir pour vous. La première fois qu'elle l'a dit, j'ai souri, pensant qu'elle était prévenante. La deuxième fois, j'ai senti un frisson. Quelque chose dans son sourire me mettait mal à l'aise. Le premier incident grave est arrivé à Noël, il y a 2 ans. Nous avions organisé le réveillon chez nous, comme toujours. J'avais passé 2 jours en cuisine. J'avais préparé le foie gras mi-cuit, la dinde farcie au marron, les gratins, tout ce que Michel aimait. Bernard avait décoré le sapin. Michel et Isabelle sont arrivés en retard, presque à 22 heures. Elle avait une expression agacée. Elle nous a à peine salués. Elle s'est assise à table, le nez sur son téléphone. Elle a à peine touché à son assiette. Quand je lui ai proposé plus de dinde, « Non merci, Béatrice. J'ai déjà mangé chez mes parents. De la vraie cuisine. » Le commentaire est tombé comme une pierre. Bernard l'a regardé, stupéfait. Moi, j'ai senti une pointe dans la poitrine. « Isabelle, ne sois pas impolie, » lui a dit Michel à voix basse. Elle a haussé le ton. « Quoi? Je dis juste la vérité. Chez mes parents, on dîne dans une belle salle à manger, avec de la belle vaisselle, pas dans cette vieille cuisine avec des assiettes ébréchées. C'en était trop. Je me suis levée de table, les larmes me brûlant les yeux.
Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré en silence. Quand je suis sortie, un peu plus tard, je les ai entendus. Ils se disputaient dans le salon. C'était Isabelle, sa voix était dure, tranchante. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus venir dans cette maison. Ça sent le vieux, tout est délabré. Tes parents devraient vendre et aller en maison de retraite. Je ne mettrai pas mes parents en maison de retraite, a répondu Michel. Alors tu devras choisir, Michel. Eux ou moi. Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, mon fils ne m'a pas défendu. Il s'est tu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce Noël terrible n'était que le commencement. Ce qui allait suivre, ce que j'allais découvrir 2 ans plus tard, un soir ordinaire, me montrerait que la froideur d'Isabelle n'était pas seulement du mauvais caractère ou de l'arrogance. C'était quelque chose de bien pire. Le moment qui a tout changé est arrivé un jeudi soir, il y a exactement 2 mois. Nous avions invité Michel et Isabelle à dîner. C'était une tentative de ma part. Je ne sais pas ce que je voulais. Peut-être retrouver mon fils. J'avais préparé un bœuf bourguignon, son plat préféré depuis qu'il était enfant. J'y avais mis tout mon cœur, espérant qu'un goût de son enfance pourrait apaiser les tensions. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude dernièrement, dans une tension palpable. Isabelle a à peine touché son assiette, prétendant qu'elle faisait attention à sa ligne pour un événement important au travail. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone, répondant à des messages, un petit sourire en coin. Michel, lui, avait l'air fatigué, pris entre 2 feux, et ne disait rien. Ils sont partis vers 21h. « Merci pour le dîner, maman. On se voit bientôt. » Un baiser rapide de Michel, un signe de la main d'Isabelle depuis l'entrée. Bernard et moi avons commencé à débarrasser la table, à laver la vaisselle, à ranger les restes. C'était notre rituel. Je suis retournée au salon pour éteindre les lumières et fermer les volets. Et c'est là que je l'ai vu, le portable d'Isabelle. Il était sur la table basse, à côté de la télécommande. Je l'ai reconnu immédiatement, une coque rose vif, brillante. Elle a oublié son portable, j'ai dit à Bernard. « Appelle-la, ils ne doivent pas être loin », m'a-t-il répondu depuis la cuisine, où il essuyait le plan de travail. J'ai pris le téléphone pour chercher mon numéro dans ses contacts et l'appeler. L'écran s'est allumé. Il n'y avait pas de code de verrouillage, ou peut-être l'utilisait-elle juste avant de partir et il ne s'était pas encore verrouillé. Et à cet instant précis, juste au moment où j'allais ouvrir l'application Téléphone, une notification est apparue en haut de l'écran. Un message WhatsApp. Du contact Michel, mon fils. Le message s'est affiché en aperçu et j'ai lu, sans même le vouloir, « La tension de ta mère monte toujours ? Parfait. Quand elle atteindra 20, l'infarctus sera inévitable et personne ne suspectera rien. » Le téléphone m'a presque glissé des mains. Mes jambes se sont dérobées. J'ai dû m'asseoir lourdement sur le canapé. L'air m'a manqué, comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que je venais de lire ? C'était impossible. Une blague, une erreur. D'un doigt tremblant, j'ai touché la notification. La conversation complète s'est ouverte. Et ce que j'ai vu a aspiré toute vie hors de moi. Il y avait des dizaines, peut-être des centaines de messages entre Michel et Isabelle. Des conversations qui remontaient à des mois. J'ai fait défiler vers le haut, lisant avec une horreur qui me glaçait le sang. Michel, maman vient d'avoir 63 ans. Sa tension est déjà haute. Elle prend des médicaments tous les jours. Personne ne se posera de questions si elle fait une crise cardiaque naturelle. La réponse d'Isabelle, c'est parfait. Et le diabète de ton père est crédible aussi. Mais il faut laisser du temps entre les deux. S'ils meurent en même temps, l'assurance va enquêter. D'abord elle, ensuite lui. Je continuais de lire, les larmes brouillant ma vue, tombant sur l'écran. Michel. L'assurance vie des deux s'élève à 150 000. La maison vaut bien 300 000. Leurs économies, c'est 50 000. Total, un demi-million d'euros. Avec ça, on achète l'appartement sur la presqu'île que tu veux. Isabelle. J'ai déjà parlé au docteur. Chevalier. Il va créer un dossier médical pour ta mère, documenter des épisodes de confusion, des oublis. Quand l'accident arrivera, tout le monde pensera à une vieille femme malade qui s'est trompée. Il y avait des photos, des captures d'écran des boîtes de médicaments que je prenais, des discussions sur les dosages,
sur comment provoquer une chute accidentelle dans les escaliers. Isabelle, ta mère est infirmière à la retraite. Si elle se trompe avec ses propres médicaments, personne ne remettra ça en question. C'est presque poétique. Mon fils, mon unique enfant, le bébé que j'avais porté, le garçon que j'avais allaité, l'adolescent que j'avais consolé quand sa première copine l'avait quitté. Il était en train de planifier mon meurtre, avec la froideur de quelqu'un qui décide du menu du soir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, dans le silence du salon, à lire message après message, à pleurer sans faire de bruit pour que Bernard ne m'entende pas. La douleur était physique, une lame de glace dans ma poitrine. Mais soudain, à travers le brouillard de chagrin et de choc, quelque sweat a changé en moi. La tristesse s'est transformée en quelque chose de dur, de froid, la rage. L'infirmière en moi a pris le dessus. La mère a disparu et la survivante est apparue. J'ai agi vite, presque en pilote automatique. J'ai sorti mon propre téléphone. J'ai commencé à prendre des photos de chaque conversation, chaque message incriminant, chaque détail du plan, capture d'écran après capture d'écran. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peur qu'ils réalisent leur oubli et reviennent. J'ai vérifié la galerie de photos d'Isabelle. Il y avait des photos de mes boîtes de pilules, de notre contrat d'assurance vie que je gardais dans le bureau, de notre testament. J'ai tout photographié. Quand j'ai eu terminé, j'ai effacé la notification du message de Michel. J'ai verrouillé l'écran. J'ai reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé, dans la même position, au même angle. J'ai essuyé mes larmes. J'ai respiré un grand coup. Je suis entrée dans la cuisine où Bernard finissait de ranger. « Bernard, ma voix était étonnamment stable. J'ai quelque chose à te montrer, et il faut que tu t'assoies avant de le voir. Je n'allais pas être la victime silencieuse. S'ils voulaient ma mort, il leur faudrait me l'arracher. Et j'allais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Après avoir montré les photos à Bernard, il est resté assis sur le canapé pendant 1 heure, silencieux, le regard fixé sur la table basse où le téléphone avait été posé. Je l'ai vu vieillir de 10 ans en 1 heure. La première réaction de Bernard, ce fut la rage. « On appelle la police ? Maintenant !» a-t-il dit en se levant d'un bond, son propre téléphone à la main. Mais je l'ai arrêté. Ma voix était calme, terriblement calme. « Non, pas encore. » Il m'a regardé, incrédule. « Béatrice, ils veulent nous tuer. Et que va-t-on leur dire ?» J'ai répondu, la logique d'infirmière prenant le dessus sur la panique. « Que j'ai pris des photos de capture d'écran sur un téléphone qui n'est plus là. Ils vont nier Bernard. Michel va pleurer, Isabelle va jouer l'offensée. Ils effaceront tout. La police nous tapotera l'épaule en parlant d'un conflit familial. » Je savais au fond de moi que des mots sur un écran ne suffisaient pas, surtout face à notre propre fils. Il nous fallait des preuves physiques, irréfutables. C'est là que Bernard, le comptable, a repris le dessus sur le père brisé. « J'ai un contact », a-t-il dit à voix basse. « Un ancien client pour qui j'ai fait une expertise, un détective privé. » Le mot semblait absurde dans notre petit salon. Détective. Le lendemain matin, nous n'étions pas au commissariat. Nous étions dans un petit bureau impersonnel du centre-ville, en face d'un homme nommé Monsieur Duval. Il était l'opposé d'un détective de film. Costume gris, cravate terne, regard fatigué, mais incroyablement perçant. Nous lui avons montré les photos. Nous lui avons tout raconté. L'argent, la maison, le docteur Chevalier. Il n'a pas sourcillé. Il a écouté, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, il a joint ses mains sur son bureau. « Votre fils et votre belle-fille sont soit très stupides, soit très arrogants, » a-t-il dit. Ils ont mis leur plan par écrit. Mais vous avez raison, madame. Ces images ne suffisent pas. Il nous faut le comment. Puis, il a parlé de ses honoraires. Pour commencer, surveillance, recherche de dossiers, analyse. Il me faudra une provision de 3 000 €. 3 000 €. C'était l'argent que nous avions mis de côté pour notre voyage en Italie, pour fêter nos 43 ans de mariage. J'ai regardé Bernard. C'était notre moment de doute. Allions-nous vraiment dépenser nos économies, si durement gagnées, pour prouver que notre propre fils était un monstre ? Bernard n'a pas hésité.
Il a sorti son carnet de chèques. Faites ce qu'il faut. Les jours suivants ont été un supplice. Nous vivions dans notre propre maison comme des fantômes, sursautant à chaque appel téléphonique. Mais Béatrice la mère avait disparu. C'était Béatrice la survivante qui agissait. J'ai repensé à tout. Et soudain, je me suis souvenu. Bernard, j'ai dit, une nuit. Il y a 2 semaines, Michel est venu, seul. Bernard fronça les sourcils. Il m'a aidé à réorganiser mon pilulier. Il disait que c'était le désordre, que je risquais de me tromper avec ma tension. Il a même jeté de vieux flacons. J'ai appelé Duval immédiatement. Le lendemain, Duval a envoyé une assistante déguisée en infirmière pour un contrôle à domicile de la sécurité sociale. Une jeune femme charmante qui, pendant qu'elle me prenait la tension, a habilement prélevé des échantillons de chaque boîte de médicaments dans mon armoire à pharmacie. Continuez à faire semblant de les prendre, m'avait ordonné Duval. Mais ne les avalez pas. 2 jours plus tard, Duval nous a convoqués. Son visage était grave. Il a posé 3 choses sur son bureau. La première était un rapport de laboratoire. « Madame, dit-il, les pilules dans votre boîte pour l'hypertension, ce ne sont pas vos médicaments. Ce sont des placebos, du lactose et un peu de craie. » Le plan n'était donc pas de m'empoisonner activement. C'était de laisser ma propre maladie me tuer. Un infarctus. Naturel. Indétectable. La deuxième chose était un dossier sur le docteur Chevalier. « Il n'a pas bonne réputation, dit Duval. Radié de l'ordre des médecins il y a 5 ans pour fraude à l'assurance. Isabelle le paie. J'ai trouvé des transferts d'argent réguliers. » La troisième chose était la plus terrifiante. C'était une feuille de papier, obtenue d'on ne sait où. Un dossier médical. Mon dossier médical, créé par le docteur Chevalier. Il décrivait Madame Béatrice, 63 ans, comme souffrant de perte de mémoire aiguë, d'épisodes de confusion et de signes précoces de démence. C'est leur assurance, expliqua Duval. Quand vous ferez votre crise cardiaque, et si quelqu'un se pose des questions, eh bien, vous n'étiez qu'une vieille femme confuse qui s'est trompée dans ses pilules. Le cas est clos. J'ai cru que j'allais vomir. La préméditation, la froideur. Nous avons tout, dit Duval. Les messages, l'analyse des pilules, le faux dossier médical, les transferts d'argent. Maintenant, madame, nous allons à la police. C'est monsieur Duval qui a pris rendez-vous avec le commissaire Martin de la brigade criminelle de Lyon. Cette fois, l'accueil fut différent. Nous n'étions plus 2 retraités paniqués. Nous étions des victimes avec un dossier en béton. Le commissaire Martin, un homme imposant qui avait tout vu, a lu le rapport de Duval en silence. Son visage s'est durci. « Ils ne s'en tireront pas comme ça », fut sa seule phrase. Le plan était risqué, mais nécessaire. « Nous allons les prendre en flagrant délit », dit le commissaire. En moins de 6 heures, ma maison a été transformée. Des techniciens ont installé des caméras miniatures. Dans la cuisine, le salon, le couloir, ils m'ont donné un petit micro, de la taille d'un bouton de chemisier. Et ils m'ont donné de nouveaux médicaments, les vrais. « Vous devez continuer à jouer le jeu », m'a dit Martin. Nous avons besoin qu'il confesse ou qu'il tente quelque chose. Ce soir-là, j'ai raconté le plan entier à Bernard. Le voir s'effondrer, puis rassembler ses forces pour moi. « Nous allons les arrêter, Béatrice », m'a-t-il murmuré en me serrant dans ses bras. Mon cœur de mère était mort, mais mon instinct de survie était à son comble. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai appelé Michel. « Chérie », ma voix était faible, celle que j'utilisais quand j'étais malade. « J'ai besoin que tu viennes. Je ne me sens pas bien. J'ai des vertiges. Je suis très confuse. Je crois que quelque chose ne va pas. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence que j'ai interprété comme de la satisfaction. « J'arrive, maman, » dit-il d'une voix faussement inquiète. « Je viens avec Isabelle. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. » J'ai raccroché. Le piège était tendu. La matinée de la confrontation, Lyon était grise et froide. Je n'avais pas dormi. Bernard et moi étions assis à la table de la cuisine depuis 6 heures du matin. Nos tasses de café étaient pleines et froides. La maison était silencieuse, mais elle n'était pas vide. Depuis 1 heure, 2 agents en civil étaient dans la chambre d'amis, surveillant les moniteurs des caméras cachées.
Le commissaire Martin et une équipe d'intervention se trouvaient dans une camionnette banalisée, garée au coin de la rue. À 9h, le commissaire Martin m'a appelé sur un téléphone sécurisé qu'il m'avait donné. « Ils sont prêts ?» ?»« Oui. » J'ai touché le petit micro sous ma blouse. « Madame, rappelez-vous. » Sa voix était grave. « Agissez comme la femme confuse de leur dossier. Laissez-les parler. Laissez-les se trahir. Nous n'interviendrons que s'ils deviennent une menace ou si nous avons la confession. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? » « Je suis sûr, ai-je répondu. À 11h30, leur voiture s'est garée. Mon cœur n'a pas seulement battu plus fort, il m'a fait mal. J'ai cru que j'allais m'effondrer avant même d'ouvrir la porte. Bernard m'a attrapé la main. « On tient bon, Béatrice. » La sonnette, un son strident qui a déchiré le silence. J'ai respiré un grand coup. J'ai marché jusqu'à l'entrée. J'ai ouvert. Ils étaient là. Michel, avec une expression de fausse inquiétude, mais ses yeux étaient vifs, calculateurs. Et Isabelle, belle, comme toujours, vêtue de noir, élégante. Elle m'a souri. Ce sourire qui cachait un monstre. « Maman, comment tu te sens ?» Michel m'a prise dans ses bras. Ce contact m'a donné la nausée. J'ai dû réprimer un frisson de dégoût. « Pas bien, chérie. » ai-je joué, ma voix chevrotante. J'ai des vertiges. Je me suis levée et j'ai failli tomber. J'ai oublié où j'avais mis mes clés. J'ai vu ce que j'attendais. Un regard rapide, échangé entre Isabelle et Michel. Un éclair de triomphe. « Oh, Béatrice !» La voix d'Isabelle était mielleuse. « Ça ne va pas du tout. Vous prenez bien vos médicaments? Ce que Michel a si gentiment rangé pour vous? » Je crois, ai-je murmuré, me dirigeant vers le canapé. « Viens, maman, assieds-toi, » dit Michel. J'ai apporté le tensiomètre. On va vérifier ça. C'était leur moment. La vérification. Michel m'a mis le brassard. Il a pompé. Il a regardé les chiffres. Et là, son visage a changé. Il n'a pas eu besoin de simuler l'inquiétude. Il était vraiment surpris. « Maman, ta tension est à 12,8. Elle est normale. » Je prenais les vrais médicaments que le commissaire Martin m'avait donnés depuis 2 jours. Isabelle a froncé les sourcils. « Tu as du mal le mettre ?» dit-elle sèchement. « Non, Laisse-moi faire, dit-elle en lui arrachant l'appareil. Ce fut le moment où j'ai décidé que c'était terminé. J'ai arraché le brassard de mon bras. Le bruit du velcro a été le seul son dans la pièce. Ma voix est sortie. Forte, claire. Plus celle d'une infirmière-chef que d'une vieille femme confuse. Inutile de vérifier, ma tension est parfaite. Le silence. Michel m'a regardé, stupéfait par mon changement de ton. Mais tu as dit que tu étais confuse. Ce qui me rend confuse, Michel, l'ai-je interrompu, c'est de savoir pourquoi tu as remplacé mes médicaments pour la tension par des pilules de craie. Le monde s'est arrêté. Michel est devenu livide, d'un blanc cireux. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Isabelle, elle, est devenue rigide. « De quoi parlez-vous » a-t-elle sifflé. « Je parle de ça. » J'ai attrapé le dossier préparé par Duval et je l'ai jeté sur la table basse, les photos des messages. Quand elle atteindra 20, l'infarctus sera inévitable. Le rapport du laboratoire. Substance identifiée, lactose, placebo. Les relevés bancaires. Docteur Chevalier, 500 €. Le faux dossier médical. Patiente confuse, signe de démence. Isabelle a regardé les papiers. Son visage s'est décomposé. Michel s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Et puis, le barrage a cédé. « C'est de sa faute !» a hurlé Michel en me pointant du doigt sa femme. « C'est elle, elle m'a monté la tête, elle m'a dit que c'était le seul moyen, qu'on serait enfin libre. » Isabelle s'est tournée vers lui. Son visage n'était plus beau. Le masque était tombé. C'était un visage tordu par une haine pure. « Espèce de lâche !» a-t-elle craché. « Tu étais d'accord, tu voulais l'argent autant que moi, tu détestais être le petit-fils de Prolos. »« Non, Assez !» La voix du commissaire Martin a tonné depuis l'entrée. La porte du salon s'est ouverte, la porte de la cuisine aussi. Martin est entré, suivi de 2 officiers. 2 autres sont arrivés de l'autre côté. Autorité.
Témoin. La pièce était pleine. Michel n'a pas bougé. Il sanglotait pitoyablement. Mais Isabelle, humiliation de la vilaine, elle a compris. En une seconde. Elle a vu les caméras dans les coins, elle a vu mon micro, elle a tenté de fuir. Elle s'est jetée vers la porte-fenêtre du jardin. Elle n'a pas fait 2 pas. Un des agents l'a plaquée au sol. Elle s'est débattue, elle a hurlé, elle a griffé. Ce n'était plus la gestionnaire de patrimoine. C'était un animal enragé. « Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit !»« Michel, Isabelle, dit Martin d'une voix forte. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide avec préméditation, falsification de documents et mise en danger de la vie d'autrui. » Ils leur ont passé les menottes. « Maman, pardon !» pleurait Michel, tandis qu'on le relevait. « Dis-leur, c'était elle. Elle m'a manipulée. Maman !» Je n'ai pas répondu. J'ai regardé cet homme qui avait été mon fils. Puis, j'ai regardé Isabelle. Elle était maintenant debout, menottée, tenue fermement par un officier. Ses cheveux étaient en désordre, son chemisier en soie déchiré. Elle ne pleurait pas. Elle me regardait. Et elle m'a souri. Un sourire froid, plein de mépris. Et elle m'a craché dessus. L'officier l'a tirée en arrière. On l'embarque. C'était ma victoire. Elle avait perdu. Le commissaire Martin s'est approché de moi, pendant que Bernard me serrait dans ses bras. « Nous avons tout, » dit-il doucement. Les aveux mutuels, l'enregistrement est parfait. J'ai regardé mon salon, saccagé. J'ai regardé mon mari, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. J'avais survécu. 6 mois ont passé depuis ce jour terrible. Isabelle a été jugée. Le commissaire Martin et l'enquêteur privé, M. Duval, ont découvert qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Elle avait déjà été liée, 4 ans auparavant, à la mort suspecte d'un homme riche et plus âgé à Lille. Il n'avait jamais pu le prouver. Jusqu'à maintenant. Pour la tentative d'homicide sur nous deux et pour ce crime précédent, Isabelle a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Durant tout le procès, elle n'a montré aucun remords. Quand le président de la cour a lu la sentence, elle m'a regardé et elle a souri. Michel, lui, a été condamné à 15 ans de prison. Son avocat a plaidé l'emprise psychologique, la manipulation. Le juge a reconnu l'influence d'Isabelle, mais il a été très clair. L'influence explique, mais elle ne justifie jamais l'acte. Les 3 premiers mois, je n'ai pas voulu le voir. Je ne pouvais pas. C'est Bernard qui m'a convaincu d'y aller. Nous sommes allés au parloir le mois dernier. Le voir, avec l'uniforme de détenu, mon cœur s'est brisé une seconde fois. Il a fondu en larmes en nous voyant. « Pardon, maman, papa, je suis tellement désolée. Je ne lui ai pas pardonné. Pas encore. Je ne sais pas si je le pourrai un jour. Mais nous le voyons, 1 fois par mois. Cette épreuve m'a changée pour toujours. J'ai appris que l'argent peut corrompre les liens les plus sacrés. Mais j'ai aussi appris que j'étais plus forte que je ne l'imaginais. À 63 ans, après une vie à être juste une infirmière, juste une mère, j'ai trouvé en moi le courage de me battre pour ma vie. Bernard et moi avons vendu la maison. Nous ne pouvions plus y vivre. Nous avons déménagé dans un appartement plus petit, près du parc de la Tête d'Or. Nous recommençons. Parfois, je rêve encore de Michel quand il était enfant. Mais le plus souvent, je me regarde dans le miroir et je vois une survivante. Si vous vivez quelque chose de similaire, si vous suspectez que quelqu'un vous veut du mal, je vous en supplie, ne restez pas silencieuse. Cherchez de l'aide. Faites confiance à votre intuition. Votre vie vaut plus que tout. Parfois, la justice arrive tard, mais elle arrive. Si j'ai pu survivre à ça, vous le pouvez aussi. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour recevoir d'autres récits de belles-mères et de belles-filles. Mettez un like et partagez si vous aussi, vous avez dû être forte pour vous faire respecter. Écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. On se voit dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, votre vie vaut toujours la peine d'être défendue.